Et bonjour tout le monde. Donc ce matin nous sommes à la gare de São Romão et nous allons prendre le train direction Porto où on part explorer Porto toute la journée. Voilà, bien sûr comme d'habitude vous nous accompagnez. Allez en route. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon la journée commence bien, hein. On n'a pas fait attention, on s'est trompé de voie, donc le train est passé devant nous, enfin derrière nous. Du coup on est reparti pour 20 minutes d'attente. Ça va, c'est raisonnable. Cette fois on va pas le louper. Bon, ça y est, on est à la gare, on est arrivé. Regardez comme elle est chouette. Nous sommes arrivés à la cathédrale de Porto. Petite ambiance au saxophone, ouais, c'est ça. C'est assez sympa le côté là avec carrelage. Non, c'est pas l'entrée apparemment. On va aller voir à l'entrée là-bas, si on peut passer par là. Et donc ça c'est le pilori de Porto, là où on attachait les gens à l'exposition publique quand ils avaient fait quelque chose de mal. D'où l'expression clouée au pilori. Donc voilà, donc on vient de passer à l'autre bout de la cathédrale et là on arrive au pilori. Donc on dit Alice, hein, c'est pour attacher les prisonniers. Alors, je sais pas si ça servait vraiment celui-là comme ça. Mais... Ah. La cathédrale, je sais pas contre jour. On va aller la voir. Problème de pierre en 20 secondes. Alors on vient de rentrer. Je crois que c'était gratuit, mais bon, ça va, c'est 3 € par adulte et gratuit pour les moins de 10 ans. Donc là, on est autour du cloître, on arrive dans le cloître. Les voûtes d'arrêt sont magnifiques. Oui, on a attaqué dans cette salle-là. Wow. Petite chapelle. Le plafond est magnifique. Tout est là. Juste derrière, une jolie orgue. Des super tableaux. Et on a un cloître. C'est ça. Alors les choupis, vous êtes attachés au pilori? Mais non, c'est pas un pilori, ça. Allez, on va la tour.
Ça y est, on est arrivé en haut de la tour. On a une vue sur Porto là, attention. C'est chouette. On a le pilori en bas qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Et là on a le pont Gustave Eiffel juste là. Il y a un autre pont là-bas. On est passé entre les deux ponts là, avec le train, c'était joli la vallée. Côté. Joli, hein? Par là, on va voir la gare. Hop là. Tac. Là on voit le clocher. Donc la gare c'est le bâtiment juste en bas à droite du clocher là. Là il est là. Et on va un peu porter ici. Là c'est la tour qu'on a juste après. Non, on ne voit plus. Tout à l'heure il y avait l'hôtel de ville, mais je ne le vois plus. On est entré dans une petite salle. On vient d'entrer dans une petite salle juste avant de redescendre. Le fond est certainement décoré. C'est quoi? Ah, ils m'ont demandé ce que c'était.
Là, on arrive dans la sacristie. On traverse le pont Gustave Eiffel là. La vue est plutôt sympathique. Il y a un peu de monde. Et là, de l'autre côté du pont, il y a une jolie petite vue aussi. Avec tous les bateaux. Là on arrive près de la petite église là qui a une super belle façade. On est arrivé, je vais vous montrer une façade à droite là, petite couleur ça va être super jolie aussi. Là on a un beau bâtiment tout carré en bleu là, on a vu à la cathédrale. C'est chouette, fais attention toi. Pourquoi? Allez, on traverse vert. Là. C'est pas une église encore? Bon, bah avant de rentrer, on a fait un petit tour dans les rues commerçantes du centre-ville, là, en Sainte-Catherine.
Et là, on arrive au marché. Ouais, on va manger les pastéis. Regarde, montre-nous ce que tu as dans les mains. Rien. Petit pastéis. Petit cochon. Et donc là, il y a un gros marché. Et ils sont tout chauds en plus. Il faut vite les manger alors. Là, il y a un super beau bâtiment là. Bon, ce matin, on a pris le train avec les filles pendant que Franck n'est pas là pour aller à Porto faire le musée des découvertes portugaises. On voulait y aller jeudi, mais quand on a pris nos billets de train, on s'est aperçu qu'il y avait grève nationale des trains. On n'y a pas été non plus vendredi ni samedi parce qu'il faisait pas beau, il pleuvait. Et ben voilà, du coup on y va aujourd'hui. On fait ça pour l'anniversaire de Céleste. Alors avec un petit jour d'avance parce que normalement c'est demain, mais demain le musée est fermé. Donc on en profite aujourd'hui, en plus il fait beau. Donc c'est parti pour le musée des découvertes portugaises. On va visiter ça. Vous êtes prêtes? Oui. Alors en route. Donc on est dans la première salle et c'est vraiment super bien fait parce que du coup voilà, il y a des maquettes, il y a plein de petits tableaux interactifs où on peut en apprendre un peu plus. Les filles sont passionnées, on a pris les autres du guide en plus. Donc là on est opérationnel pour toute la durée de la visite. Alors c'est comment Céleste? Cool. C'est intéressant? Ça explique bien? Oui. Ouais. Ça te plaît? Bon du coup, c'est une chouette journée d'anniversaire? Oui. Bon, avec un jour d'avance parce que le musée est fermé demain. T'es content? Donc, du coup, voici une boussole, un astrolabe et divers instruments pour mesurer les distances. Voilà. Les toutes premières découvertes, les tout premiers voyages, en fait, ils ont été faits à vue, c'est-à-dire qu'ils gardaient la côte en vue et qu'ils utilisaient juste la boussole. Et au fur et à mesure, ils ont inventé d'autres instruments pour pouvoir mesurer les distances par rapport aux astres, par rapport aux étoiles, par rapport au soleil. Donc là, c'est tout ce qu'ils ont ramené. On est dans un bateau, les filles. On est dans la cale du bateau, là. Regardez, il y a des tonneaux d'épices dans le bateau, de la cannelle, il y a du poivre, il y a des petits piments.
Oui, c'est du drift, donc on ne va pas le toucher. Ils ramènent des défenses d'éléphants. Ils ont ramené des œufs d'autruche. Des œufs d'autruche? Oui, des grandes découvertes. Ils ont ramené des animaux aussi. Regardez. Ils ont ramené un rhinocéros. Ils ont vraiment ramené plein de choses qu'ils ont découvertes partout dans le monde. Ils ont ramené des choses de Chine, d'Inde. Ils ont ramené des légumes qu'on ne connaissait pas. Oh, ça c'est indien. Ouais. C'est indien, à côté c'est chinois. Là on a tout ce qui est les bâtons de cannelle, les patates douces. On a le gingembre, on a les haricots. Il y a plein de choses. C'est ça c'est le 8 parce qu'ils sont là-bas. Ouais, on va écouter ça. Là, là on a les lits pour dormir. Oh mais ils dorment aussi dessous. Ah oui, t'as vu hein? Ça c'est du lit superposé hein. Chaque espace comptait beaucoup dans un bateau, parce que c'était pas non plus très grand hein. Il y avait plus tellement de choses à y mettre qu'il fallait utiliser le moindre espace disponible. Ils ont ramené des tissus, ils ont ramené des vases. Vous avez vu? Ils ont ramené plein de choses. Oh, c'est quoi? Là on a des tonneaux. Alors ça pouvait être des tonneaux de vin, mais surtout des tonneaux d'eau potable, puisque l'eau, c'est la cuisine ça. Puisque l'eau de la mer est pas bonne à boire, hein, elle est salée, donc il fallait qu'ils emmènent des tonneaux d'eau pour pouvoir survivre et boire tout au long de la journée et du voyage. Et là on a les armures et les canons. C'est vraiment chouette, c'est vraiment interactif. Il y a les tablettes, ici on peut sentir les différentes épices qu'ils ont ramenées des Indes. Et d'ailleurs, on a la cannelle, le clou de girofle, on a des petits piments là-bas, du poivre. Alors c'est lequel ton préféré? Je sais pas. Ah, moi je vote pour la cannelle. Ils sentent tous bons. Ils sentent tous bons. Alors du coup ici on a voilà, un fourneau. Il nous explique que c'est très difficile, que la fumée elle envahit le pont et que du coup en fait beaucoup d'hommes refusent en fait de se nourrir de nourriture chaude et ils préfèrent manger du pain qui a été cuit 2 fois pour être mieux conservé et qui mangent beaucoup voilà, dans les stocks qu'ils emmènent, c'est de la viande séchée, des fromages, des conserves. Il y a quand même quelques animaux vivants à bord, mais pas beaucoup, hein, surtout des poules, un peu de poules et un petit peu de cochons. Mais voilà. Il nous explique aussi que quand le voyage s'éternisait, qu'il y avait des contretemps, la nourriture souvent venait à manquer. Et du coup, pour se nourrir, ils chassaient les rats, ils mangeaient les rats, ils mangeaient la peau des coffres, ils mangeaient ce qu'ils pouvaient trouver. Et au niveau de l'eau, quand l'eau potable manquait, il y en a qui buvaient de l'eau de mer, voire même de l'urine. Et 40% à peu près des équipages mouraient, tombaient malades, parce que les 2 principales maladies, hein, c'était la typhoïde et le scorbut. Donc il y avait beaucoup de pertes, presque la moitié. C'est quand même hyper important comme chiffre, c'est hallucinant. Donc ici on a le chantier naval, là où ont été fabriqués les bateaux. Allez, là on vient d'embarquer dans le bateau pour faire la balade. Nous sommes au 1410. Voici, comme c'était Porto, le temps des découvertes. Homme de la caravane, que venez-vous chercher ici? Si ce sont des épices et des pierres précieuses, vous êtes dans la bonne vie. De nos jours, tous les chemins mènent à Lisbonne. Grâce à notre bien-aimé roi Manuel de Fortuny, elle est en permanente construction.
C'est ici que naît la Ribeira dos Naus, pôle des principaux chantiers navals de l'Empire océanique portugais. C'est d'ici que part en 1497 Vasco da Gama et sa flotte en direction de l'Inde. Afin de commémorer cet événement, les Portugais recrutent les meilleurs architectes et d'autres spécialistes pour construire la fameuse Torre de Belém, qui se penche ici sur le fleuve. Lisbonne est la ville la plus fastueuse d'Europe. Aujourd'hui, 21 août 1415, à l'intérieur de ces murailles, vivent plus de 20 000 marchands qui se consacrent au commerce des épices, des étoffes, des tapis d'Orient, des pierres précieuses et de l'or du sud du Sahara. Là abondent également les céréales et les matières premières destinées à l'industrie textile comme les cuirs, les et les colorants. Oh là là, c'est la guerre. Il faut dire que nous nous trouvons dans le centre de contrôle des navigations entre la Méditerranée et l'Atlantique. En plein temps, une lance ici, dans le nord d'Afrique, le roi Jean Ier affiche son désir de poursuivre la reconquête du royaume de Fès. Et si la curiosité de connaître de près les terres des musulmans et l'ambition de commercer et d'étendre les richesses sont en partie réciproques, la tentative de propager la foi chrétienne doit faire face à une résistance tenace de la part de la population africaine, profondément islamisée. Car ce sont les activités de la mer qui font de Ceuta le point de départ de l'aventure portugaise sur les mers. Ceuta, c'était donc portugais à l'origine. Maintenant, c'est espagnol comme territoire. C'est de là où on a repris le bateau quand on est parti du Maroc. Vous vous souvenez ? Il y a 600 ans, on pensait que le monde s'achevait sur ces terres de l'extrême occident. Tous les marins refusaient d'embarquer pour une destination au-delà du cap de Pojados. Dans la mer vivaient des serpents géants et l'eau était tellement basse à une léviatère qu'après, c'était l'abîme. Malgré les diverses tentatives ratées, Don Henri ne renonça pas et ce fut son écuyer Jules Lange, l'auteur de cette prouesse. En 1434, le valeureux capitaine doubla le cap Pojados. Et la vérité terrifiante éclata. Il existait le cap On va passer le cap des filles, attention. Adamastor. Ça va On descendre. va passer ce qui croyait être le bout du monde, la fin du monde à l'époque. Le cap de Beaujolais. En 1498, Barthélemy double le cap des tempêtes et ouvre le passage vers l'Inde. Mais il faudrait attendre encore 10 ans avant que l'arrivée en Inde ne se concrétise. Pendant tout ce temps, les Portugais explorent la côte et l'intérieur des terres africaines. Ici, les Portugais découvrent des peuples beaucoup plus organisés et habiles dans l'art de la chasse et de la guerre qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Pendant cette période, en 1494, les Portugais et les Espagnols signent le traité de Tordesilhas, qui établit le plus grand partage du monde de l'histoire des peuples. C'est le temps de grandes innovations dans le secteur naval, comme les kits à portée de Lisbonne qui permettent de construire un nouveau navire en 12 jours seulement. La caravelle ronde fait son apparition, essentiellement destinée au contrôle militaire. Les Portugais sont prêts à amener l'Europe au-delà de la Méditerranée. Nous voici prêts à prendre la mer.
nous nous trouvons dans les forêts tropicales ou équatoriales, la porte d'accès à l'inconnu. Sur les voies fluviales, les Portugais organisent des expéditions qui partent du littoral vers l'intérieur en vue de recruter des esclaves et de trouver des métaux précieux. Sur ces fleuves circulent également des missionnaires, des colons et des marchands. Les premières années, à l'époque d'Henri le Navigateur, les explorateurs tombent sur une bête qu'ils n'avaient jamais vue. Corpulente comme une vache, avec un museau semblable à celui d'un cheval et des dents comme celles d'un sanglier. Elle a 4 pattes, mais comme elle passe la plus grande partie de son temps dans l'eau, elle est prise pour un poisson. Jusqu'à ce que l'on découvre qu'il s'agit d'un animal mammifère auquel on donne le nom d'hippopotame. Et c'est ainsi que l'on découvre peu à peu la faune prodigieuse de notre planète. Poissons volants, zèbres, tatous, paresseux, pingouins et rhinocéros sont des nouveautés absolues. Auxquelles s'ajoutent reptiles, singes, oiseaux aux couleurs éclatantes et félins de différentes tailles, mais tous aussi dangereux les uns que les autres. Avec les grandes découvertes, l'humanité prend davantage conscience de la biodiversité et nombre de ces animaux circulent à travers le monde dans tous les sens. On découvre d'innombrables nouvelles plantes qui sont, la plupart du temps, transplantées sur d'autres continents, modifiant les paysages et les écosystèmes. La consommation de tabac se répand bientôt en Asie et en Europe. La pomme de terre et le haricot contribueront de façon décisive à la révolution agricole que connaîtra l'Angleterre au XVIIe siècle et qui conduira par la suite à la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Au début des découvertes, le sucre devient immédiatement un produit atlantique. En provenance de l'Europe, arbres fruitiers, légumes et céréales franchissent l'océan et aident à la formation des sociétés coloniales. Toute une époque merveilleuse. Arrivez-vous à sentir l'odeur de la cannelle et noix de muscade? Si oui, nous sommes finalement arrivés en Inde. Nous sommes en mai 1498 et nous nous trouvons dans la ville de Calliope. C'est ici que les Portugais trouvent le pays d'origine du poivre, de gingembre, de la cannelle et de clous de girofle. Et ils se sont vite rendus compte que ce sont les Maures qui contrôlent le commerce. L'arrivée de la flotte portugaise est due à l'un des hommes les plus courageux ayant pris part à cette aventure, Vasco da Gama. Nous voici, à notre gauche, reçus par Samurai de Calicut. Ils sont éblouis par les richesses d'or, de perles et de diamants. On raconte l'histoire d'un roi de Ceylan qui possédait le plus fameux rubis jamais vu au monde. Long comme la paume d'une main et aussi gros que le bras d'un homme. Et les Portugais, qu'avaient-ils laissé en Inde? À Goa, ils ont fondé la première ville portugaise et produit une monnaie, construit des chantiers et installé la première fabrique de munitions. Selon la légende indienne, le Kalpataru est un arbre magique qui exauce les désirs. Osez jeter une pièce de monnaie et formuler votre histoire. C'est en 1515 que les Portugais sont arrivés à Timor, baptisé à l'origine Timor par les Malais, ce qui signifie aie. Au début, ils se contentent de charger l'abondant bois de santal, tant recherché en Europe pour la fabrication de meubles de luxe et de parfums. Au XVIIe siècle, après la perte des Moluques et de Malacca, et chassés par les Hollandais de Massacar sur l'île de Cébert, les explorateurs portugais retournent à Timor où ils rencontrent une communauté portugaise. Timor devient alors la base de leur activité. Contraint de faire de la contrebande des précieuses porcelaines des soies chinoises qui s'écoulent à Malacca, ils ne renoncent pas jusqu'à ce que, profitant de la rupture de relations commerciales entre le Japon et la Chine, ils offrent leurs services d'intermédiaire. La soie tissée chinoise est si recherchée et le potentiel commercial est si évident que les mandarins n'hésitent pas à conclure des contrats commerciaux avec les Portugais. La protection du commerce avec le Japon par des navires gouvernementaux fortement armés met quasiment fin à la piraterie maritime. À titre de récompense, l'île de Macao est concédée au Portugal vers 1553, moyennant
perpétuelle. Ils introduisent de nouveaux aliments en Chine par l'intermédiaire de Macao. La traditionnelle chalupa portugaise donne naissance à la crêpe chinoise. Dans la métropole chinoise, ils introduisent également la patate douce, qui devient l'aliment principal de la province de Canton. De Chine, les Portugais rapportent le thé, introduit en Angleterre par Catherine de Brabance après son mariage avec Charles II. En 1543, jetons un coup d'œil sur le Japon. L'aventure commence par une violente tempête et par un bateau entraîné jusqu'à la côte sud-ouest du Japon, où il échoue. Le gouverneur local accueille ce marin à l'aspect si étrange et Francisco Zénout lui offre en échange son mousquet. Ce moment auquel vous assistez sur votre droite a un impact irréversible sur la pacification de l'empire du soleil levé. Les Japonais, eux, de manière délicate, sont impressionnés avec l'aspect des Portugais. Ils les appellent Mambangés, autrement dit barbares du Sud. L'expérience fut si intense que des aspects curieux de cet échange perdurent encore de nos jours. L'auteur de la première grammaire japonaise était portugais, et de nouveaux mots furent introduits comme obrigado, merci en portugais, qui devint arigato. Le rituel même du thé, la cérémonie du chamaillon, reprend certains gestes du rituel liturgique, une véritable rencontre entre deux cultures. En avril 1500, la flotte menée par Pedro Álvares Cabral découvre les terres de Veracruz. Pedro Vasqueni raconte ce moment extraordinaire où deux mondes inconnus communiquent pour la première fois. Ils ont des traits de couleur cuivrée, de beaux visages et de beaux nez bien faits. Ils marchent nus, sans rien pour les couvrir. Ils n'offrent pas la moindre résistance et nous donnent même le pouvoir des pierres précieuses et de l'or. Pas même les rites liturgiques catholiques ne le font fuir. Cette terre est vite dénommée Brésil, car son territoire regorge d'arbres, aux troncs marrons, rougeâtres, qui font penser à des braises. Les Brésils, ou flamboyants, l'Inde étant alors le principal centre d'attention. Ce n'est qu'à partir de 1634, sous le règne de Jean III, que l'on commence à miser sur l'occupation du territoire brésilien et sur le développement des industries minières et sucrières. On procède à la plantation de la canne à sucre. Des moulins à sucre sont construits dans toute la capitale, de São à Pernambuco. Mais revenons à la lettre envoyée au roi du Portugal et le véritable motif de l'aventure portugaise sur ces terres, la recherche de l'or et d'autres richesses minérales. Durant des années, des expéditions sont envoyées dans les forêts pour y rechercher métaux et pierres précieuses. Peine perdue, les premières découvertes d'or se produiront à la fin du XVIe siècle. Avec la découverte des mines d'or et des diamants, des milliers de Portugais émigrent au Brésil et le portugais s'affirme comme langue nationale. Cool. C'est cool? Ça vous a plu? Oui, oui. Ouais? Oui. C'est vraiment bien? Oui. Qu'est-ce que vous avez... Intéressant. C'était intéressant? Qu'est-ce que vous avez préféré? Je sais pas. Le tour de bateau. Le tour de bateau? Ah ouais, ça c'était super sympa. Hein? C'est Céleste, cadeau d'anniversaire, c'est chouette? Oui. Ça t'a plu? C'était une bonne idée? Oui. Ouais? Bon, on va aller se manger un morceau, vous avez faim? Oui. Ok, bon bah allez, hein. On part chercher un resto parce que c'est qu'il faut les nourrir ces petites bêtes là. Ça mange tout le temps les enfants, c'est fou ça, ça a tout le temps faim. Bon, allez en route. Bon les filles, Chin, bon anniversaire Céleste. Bon anniversaire. Joyeux 10 ans. Alors, ça fait quoi d'avoir 10 ans? Rien. Ça donne soif?
C'est fini hein, les nombres chiffres? Moi pas encore. Non, toi pas encore. Toi t'as encore un petit peu de temps. Toi il faut encore 2 ans. En Thaïlande j'aurai 9 ans. Et alors on a de la chance. Parce que, enfin, de la chance entre guillemets, papa est pas là. Du coup on va être obligé de faire un deuxième anniversaire. C'est cool ça. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Céleste. Joyeux anniversaire. Ouais, bravo. Tiramisu. Ça va, le vent il t'a pas trop de... Ouais, ça va. Elle est bientôt fondue. Ouais, elles sont toutes fondues. Il y a un moment qui a dit on arrive pour le dessert. On arrive pour le dessert.